Et j'appelle Charles Humbert pour nous présenter Olivier de Frénois qui va ensuite intervenir avec Tan. Ah ben voilà. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Bonjour. Merci. Je vais mettre ça là. Non, là. Bah, je sais pas. Il va présenter. Si, mais après, c'est vous qui intervenez peut-être. Il va présenter Olivier. Mes amis, je voudrais, avant de présenter Olivier, vous faire part de mon ressenti sur l'intervention de notre ami. Je suis stupéfait et presque ému à en pleurer par la façon dont vous avez su capter l'auditoire, cette diction parfaite, cette fluidité du propos, cette clarté des idées et leur profondeur, la logique des explications limpides, le tout, moi, pauvre besogneux, j'ai besoin de mes notes, sans la moindre note. Le talent à l'état pur, symbole de l'intelligence sublime et absolue. Et je pense... Je suis sincère, et Tan, vous aurez écouté 1 heure, 2 heures de plus. Et je pense, c'est une conclusion un peu pessimiste, et je le crois profondément, que finalement l'injustice et l'inégalité sont dans la nature. Tan, je pense que vous avez quelque chose à dire. Merci à tous. Merci Charlie pour ce que vous dites, ça me touche beaucoup et ça m'émeut aussi beaucoup. Je vais vous dire simplement que juste après, beaucoup de personnes sont venues me parler et ça m'a donné envie de vous dire juste un petit mot. C'est qu'en fait, j'ai oublié de vous dire l'essentiel. C'est que ce midi, je reste toute la journée de toute façon, mais à midi, on va passer un peu de temps pour parler concrètement de comment vous pouvez rentrer dans cette aventure. Et donc, je vous propose de créer une cohorte en région Rhône-Alpes. En fait, dans le consortium qu'on est en train de constituer, on remet la copie le 15 janvier au gouvernement pour 10 millions d'euros, comme je vous l'ai dit. Et par rapport à tout ce que vous faites les uns les autres, c'est clair qu'il y a de la place si vous êtes intéressés de nous rejoindre. Et donc à midi, pour ceux qui le souhaitent, si vous venez me rejoindre, je vous expliquerai comment on a monté le consortium, ce qu'il y a dedans. Et je suis persuadée qu'avec vos actions sur la santé, le handicap ou l'éducation, enfin tout ce que vous faites, il y a moyen de vous inclure dans notre programmation. Ça veut dire soit des moyens financiers pour accompagner des personnes que vous aidez déjà, donc 10 millions d'euros quand même, répartis sur les différentes régions. Et ensuite, de l'autre côté, on peut aussi apporter la technologie low cost, tout ce que je vous ai raconté, on peut l'emmener dans les endroits où vous travaillez, puisque c'est tout open source. Donc c'est vraiment un appel à vous dire, venez me rejoindre à midi. On va créer une cohorte, je pense, avec Charles Coursac aux manettes et d'autres personnes pour que vous puissiez vraiment donner le meilleur de vous-même et du Rotaract à ce qu'on est en train d'essayer de construire. Et puis je rajouterai un deuxième mot pour mon ami Olivier de Frénois, qui est quelqu'un d'absolument remarquable. Il me disait, tu me mets la pression. En fait, pas du tout. Vous allez voir ce qu'il raconte est absolument prodigieux. Pour moi, c'est l'un des plus beaux crapauds que j'ai eu dans mon équipe et la chance de rencontrer l'année dernière. Merci. Une autre tronche. Olivier, vous n'allez pas protester parce que j'ai employé un mot féminin. Vous n'allez pas me dire, non, 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 moi je suis un homme, je veux que vous m'appelez un tronche. Non, tu es une tronche. 36 ans. 36 ans. Alors je reprends mes notes parce que je ne peux rien inventer. Moi, je ne m'appelle pas Tan et j'ai besoin de mes notes de besogneux. Alors, après des études scientifiques et économiques, à découvrir ceux qui hier ont pensé le monde d'aujourd'hui, vous avez fait un bref passage dans l'industrie avant de décoller pour l'Asie, où vous y êtes resté 7 ans pour conduire des projets de développement humanitaire en agissant aujourd'hui pour penser demain. Vous découvrez la puissance de l'intelligence collective, du génie de la frugalité, et vous rencontrez ceux qui font beaucoup avec peu. Et afin de mieux comprendre ces dynamiques communautaires, vous apprenez le vietnamien et le khmer. Vous pourrez peut-être faire une petite intervention dans ces 2 langues, vous passionnant pour la gastronomie vietnamienne et la poésie du Cambodge. Vous construisez des programmes pour favoriser l'accès à l'éducation des jeunes les plus vulnérables. Vous créez des solutions pour les femmes victimes de violences et de la traite. Vous construisez des écoles communautaires dans les lieux les plus reculés,
où chacun apporte littéralement sa pierre à l'édifice et se prend de passion pour l'archéologie anctorienne. De retour en France et fort de ces expériences, vous lancez des projets faisant appel à l'intelligence collective et au partage des connaissances dans le domaine de la santé. Vous rejoignez plusieurs groupes de travail sur les nouvelles technologies et leurs rapports scientifiques et sociétaux pour faire passer un message d'inclusion, de collaboration, de partage et d'ouverture, et vous assurer que demain se fera avec l'homme et la machine dans une co-construction à somme positive. J'en ai bientôt terminé, mais il fallait bien quand même savoir que vous sachiez à qui vous avez affaire. Vous venez de terminer la rédaction d'une collaboration pour le livre « Santé et intelligence artificielle » aux éditions du CNRS, et vous êtes lauréat du prix innovateur Lab Labo pour ECOpen. En 2015, vous fondez le projet ECOpen avec Mehdi Benchoufi, en parallèle de votre activité de coordinateur de programme Open Science d'Epidemium. Autour d'eux, c'est bien compliqué, mais vous allez simplifier les choses, vous commencez à fédérer une communauté pluridisciplinaire composée de chercheurs, de médecins et d'innovateurs engagés. J'en ai quasiment terminé. L'objectif d'ECOpen est de rendre universel l'accès au diagnostic grâce à l'imagerie échographique par la conception d'un échostéthoscope, sonde échographique. Aujourd'hui, les sondes ultraportables disponibles ont des prix oscillant entre 8 à 15 000 €, ce qui ne permet pas à l'ensemble des professionnels de santé et à leurs patients d'y avoir accès. Et votre objectif est de situer le coût d'une sonde échographique à moins de 100 € pour un prix de vente inférieur à 500 €, soit le prix d'un stéthoscope de très bonne qualité. ECOpen apporte ainsi une solution particulièrement pertinente dans des zones sous-médicalisées, aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les déserts médicaux des pays dits développés. Et j'en ai terminé par une dernière phrase. Le 23 novembre dernier, 2017, vous êtes nommé lauréat du prix innovateur Lab Labo 2017 pour la pertinence de l'action d'ECOpen, qui utilise les nouvelles technologies pour faciliter l'accès de tous à des soins médicaux de qualité. La dimension universelle d'ECOpen, qui a pour objectif d'être développée à la fois en France et dans les pays en développement, a tout à fait séduit le jury. J'en suis totalement persuadé. Olivier, je vous passe la parole. Merci de m'avoir écouté quelques minutes. Merci. Alors, merci. Alors, ça me permet de faire une transition toute trouvée. Alors, voilà. Alors, l'idée aujourd'hui, c'était de vous parler d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, mais peut-être juste avant de commencer, je préciserai que les fameuses écoles communautaires construites au Vietnam, et j'en profite pour les remercier, ont été financées grâce à des actions du Rotary Club de Laon, dans l'Aisne. Donc, j'en profite pour les remercier à nouveau. C'était en 2016. Et ça a donné lieu à des dynamiques collectives, des écoles qui fonctionnent toujours, absolument fantastiques. On pourra en reparler tout à l'heure pour ceux que ça intéresse, qui étaient au nombre de 5, alors qu'on avait au départ que les moyens d'en faire une. Et on a réussi à en faire 5 grâce à l'implication des populations locales pour répondre à un besoin qui avait été manifesté de leur part. Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est ce passage au Vietnam et au Cambodge. Je me souviens, j'étais en 2016... Non, je dis 2016, pas du tout. En 2006, pardon, le temps passe vite, j'étais à Camau, en fait au sud de la province de Camau. Donc vous voyez le Vietnam, on est tout au sud. Et alors j'étais descendu vraiment à la pointe sud, là où le pays s'arrête et ensuite laisse place à la mer. Et si on va tout droit, globalement, on tombe sur l'Antarctique. Et je me souviens, dans ce village, donc on développait des programmes d'éducation, en tout cas de scolarisation des jeunes les plus défavorisés. Et je me souviens, un soir, on était avec les gens du village et les enfants, et il y avait une nuit sublime, très peu de pollution lumineuse, puisqu'ils n'ont pas l'électricité. Donc on voyait les étoiles, et il y avait une pleine lune absolument fantastique. Et je posais la question, toute bête, de me dire, de demander aux jeunes ce qu'ils pensaient de cette grosse tache ronde qui brillait, et tout le monde évidemment savait que ça s'appelait la Lune, et je leur demandais est-ce que vous pensez qu'un jour on ira là-haut? Évidemment la réponse était non, c'est pas possible. Ce qui prouve quelque part qu'une information circule,
mais elle ne circule pas toujours partout. Et moi, cette soirée, cette interaction avec eux, où on est parti là-dedans, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. La première, c'est évidemment la puissance des technologies, la puissance de la connaissance, la puissance de la circulation de l'information pour ce qu'évoquait Tan tout à l'heure sous le terme de empowerment ou capacitation. Je crois que c'est la traduction la plus correcte en français, même si le terme recouvre tout un concept assez complexe. Et du coup, ça m'a fait poser une question qui était de me dire, mais finalement, on a fait des choses incroyables dans la science au XXe siècle, puisqu'aujourd'hui on est passé au XXIe siècle. En l'an 2000, c'était le grand sujet. Tan le disait tout à l'heure, l'arrivée d'Internet, les protocoles TCP/IP qui ont permis justement de commencer à connecter les gens, les hommes entre eux. Et je m'étais posé la question de savoir finalement quel avait été le projet scientifique d'envergure le plus incroyable du XXe siècle. Donc évidemment, vous avez quelques photos sur l'écran. On a marché sur la Lune, ce que visiblement ne savaient pas ces jeunes et ces habitants de ce village du sud du Vietnam. On a exploré Mars, on a fait un télescope Hubble qui nous a permis d'aller explorer le ciel à des profondeurs encore jamais atteintes, une station spatiale internationale et puis une espèce de gros tube de 30 km entre la Suisse et la France qui permettait de faire se rencontrer deux particules. Donc on est vraiment dans l'infiniment petit, d'un côté l'infiniment grand, de ce côté-là l'infiniment petit, pour essayer de comprendre de quoi est fait la matière, cette télécommande, ce pupitre, nous-mêmes, humains. Et je me suis dit finalement quel a été le fait scientifique majeur du XXe siècle. Et alors je les ai tous vus en revue, je me suis dit, ben non, finalement c'est pas cela, c'est peut-être plutôt celui-ci. Et celui-ci, eh bien c'est The Human Genome Project. C'est un projet extrêmement ambitieux, dont l'idée était de se dire on commence à séquencer l'ADN de l'humain, des êtres vivants, et plus précisément de l'humain, et essayer de comprendre de quoi on est fabriqué, comment on fonctionne, à des niveaux infiniment petits. Et ça, pour moi, ça a été une révélation, parce que quand on regarde la comparaison, alors je ne sais pas si vous voyez très bien d'ici, mais globalement, sur les différents grands projets scientifiques majeurs du XXe siècle, ça va globalement de 10 à 30 milliards de dollars d'investissement pour des durées de vie allant de 15 à 30 ans. Sauf celui dont je vous parlais, de Human Genome Project, dont l'idée était de cartographier l'intégralité du génome humain, de sa diversité sur le monde, de tous ces êtres humains. Nous sommes 7 milliards aujourd'hui. Et la durée de vie de ce projet, elle est perpétuelle. Parce que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, on pourra faire peut-être de l'archéogénomique, aller réexplorer quel était l'ADN de nos ancêtres, continuer à comprendre ces évolutions. Et ce qui m'a intéressé, c'était véritablement cette volonté de se concentrer sur finalement ce qui fait le fait d'être humain. D'être un humain et surtout à l'heure d'aujourd'hui du numérique, des technologies, de l'intelligence artificielle. Alors, ce qui était incroyable avec The Human Genome Project, et notamment ce qui est arrivé ensuite, c'est l'accord des Bermudes. L'accord des Bermudes, c'est un accord qui a réuni la communauté scientifique sur ce sujet, et en 1996, ils se sont mis d'accord pour dire, alors qu'à l'époque, le premier séquençage d'ADN coûtait 1 milliard, aujourd'hui, ça coûte à peu près 1000 $, donc on est passé d'1 milliard à 1000 $ en quelques années, et ce prix exorbitant et ce besoin d'avoir des données et des informations extrêmement volumineuses ne permettaient pas à un laboratoire et quelques chercheurs de faire eux-mêmes cette grande cartographie et ensuite de pouvoir l'exploiter. Donc ils se sont mis d'accord pour dire, eh bien on va tout partager. Et globalement, dans leurs règles, il y en avait 3, il y avait le partage dans les 24 heures de chaque séquençage d'ADN avec la communauté scientifique. Évidemment, ils y ont mis des licences, des règles pour éviter que les uns ne publient avant les autres, ce qui reste le Graal des chercheurs aujourd'hui, la publication, le but à atteindre, partager cette connaissance. Et donc il y a eu ce partage systématique accepté par tous, ce qui précède quelque part des mêmes logiques que celui de l'open source. Il y a eu la volonté de les annoter, c'est-à-dire d'en faire une information, une donnée enrichie, et bien sûr de les rendre accessibles de manière free, c'est-à-dire gratuite et à n'importe qui dans cette communauté scientifique. Et c'est ça qui a permis d'avancer, c'est ça qui donnera et qui a donné aujourd'hui, notamment, parmi beaucoup d'autres exemples, ce qu'on appelle la médecine personnalisée, mais j'y reviendrai. Alors,
On parle d'ADN, c'est très bien, on parle de séquençage, mais finalement, dans la santé, il y a énormément de données qui sont générées. On peut généraliser ces pratiques-là, et notamment quand on regarde aujourd'hui l'univers de la santé, on a des comptes rendus médicaux, c'est du texte, c'est de la donnée, qu'on dit non structurée. Ce sont des mots les uns à la suite des autres, des phrases, des commentaires, des intuitions de médecins, des diagnostics, etc. Ce sont aussi des données numériques issues des prises de sang, issues des examens, c'est de l'imagerie. Ce sont aussi des données biologiques et aujourd'hui de plus en plus, on en parlait juste avant de l'IoT, ce sont aussi des données des capteurs. Vos téléphones portables, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous avez des smartphones dans la poche, ça compte vos pas, ça donne quelque part une indication de votre activité physique et on sait que l'activité physique a un lien très étroit avec l'état de santé, mais aussi dans le cas des patients avec l'évolution de leur pathologie. Et vous êtes finalement avec ce smartphone dans la poche, qui est un formidable outil pour mémoire. Si vous prenez l'iPhone 4, je crois qu'on est déjà au 10 plus quelque chose. Donc l'iPhone 4 était il y a déjà quelques années. Il était aussi puissant, donc ça tient dans la poche, que le plus puissant des ordinateurs de 1984, qui, je ne sais pas s'il aurait tenu sur cette scène, tellement il était volumineux. Donc vous voyez la progression et le progrès au niveau de ces technologies qui est arrivé. Alors, à partir de ces données, eh bien, on peut faire beaucoup de choses. Alors, on voit assez mal d'ici, je suis désolé, ce graphique, mais si vous voulez, les données cliniques et médicales, c'est qu'une toute petite partie. C'est à peine 15% des données qui vous concernent et qui sont intéressantes dans le domaine médical. Il y a aussi les données environnementales, votre lieu de vie, tous les facteurs extérieurs auxquels vous êtes soumis, lesquels vous influencent. Ce sont aussi des données de comportement, de consommation. Et toutes ces données-là, qui sont extrêmement nombreuses et extrêmement importantes, eh bien, permettre de mieux comprendre un individu, un patient, et notamment dans le cadre des maladies, quelles qu'elles soient, de mieux comprendre la pathologie. Si on met ça c'est l'instant statique, si on met ça dans le temps, alors j'ai repris cette image, notamment pour un patient atteint d'un cancer, donc il y a évidemment la phase de symptômes, la phase de consultation médicale, diagnostic, de confirmation du diagnostic avec tous les examens qu'il y a derrière, la phase du choix de la stratégie thérapeutique, du traitement, chimio, rayons, comprimés, etc., etc. Toutes les données générées par les examens réguliers de suivi, et ce jusqu'à, on l'espère dans le meilleur des cas, la rémission. Eh bien, vous prenez toutes ces données à un instant T, ensuite vous les prenez sur l'ensemble de la durée de l'expérience de la pathologie, et vous vous retrouvez avec un volume de données qui est juste gigantesque. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui, c'est que la digitalisation du monde, l'augmentation du nombre de capteurs fait qu'on a de plus en plus de données sur chacun d'entre nous et sur notre environnement et sur nos pathologies. On fait de plus en plus, on a beaucoup d'examens qui sont faits, des données qui sont enregistrées, stockées, structurées, et on arrive dans cet univers qu'on qualifie de big data, c'est-à-dire, en tout cas pour moi, des données qui sont tellement volumineuses qu'on ne peut pas les traiter avec son ordinateur et qu'il faut des outils spécifiques, des connaissances spécifiques pour pouvoir agréger ces données et pouvoir les explorer. On fait du data mining, on fait de l'analyse, on crée des tableaux de bord, on fait du suivi, etc. Et puis on va évidemment beaucoup plus loin vers le sujet qui nous amène aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est une succession d'aventures, finalement depuis pas mal de temps, mais je voudrais, avant de me lancer dans ce sujet-là, revenir un peu sur cette question du big data. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent ces outils digitaux, j'imagine que oui, comme Google Maps. Vous avez à gauche Google Maps. En fait, c'est une succession de layers, c'est-à-dire des couches d'informations. Vous avez une couche avec le relief, vous avez une couche avec les routes, vous avez une couche avec les boutiques, vous avez une couche avec l'information enrichie sur les magasins, les restaurants, leur heure d'ouverture, les mentions, etc. Et donc, au moment où vous allez sur Google Maps et que vous voulez avoir la vision de votre environnement autour de vous, eh bien, vous voyez les routes, vous voyez du vert, du rouge, des reliefs, vous voyez ici, c'est des maisons, ici, c'est une ville, la route s'appelle un tel. Et en fait, ce sont simplement une succession de couches qui vous permet, par le dessus, d'avoir une vision très enrichie et très complète
complexe de l'environnement proche, ou ensuite l'environnement de la ville où vous allez vous déplacer, aller en vacances, etc. Et qui vous permet d'appréhender ce futur environnement. Eh bien, dans la santé, c'est à peu près la même chose. Vous allez avoir les couches des données individuelles, des données cliniques, des données du génomique, donc le séquençage de l'ADN, et puis les données sur la tumeur, les données environnementales, l'exposome, etc., qui vont se superposer grâce à ce volume de données, qui vont permettre aux médecins, à l'oncologue, de pouvoir sur vous, sur votre pathologie, avoir une vision beaucoup plus précise. Et c'est cette connaissance enrichie qui va permettre aujourd'hui d'innover, de continuer à innover, à la fois dans le diagnostic, mais aussi dans les traitements. Alors, l'intelligence artificielle, ce n'est pas forcément un phénomène récent qui date d'il y a quelques années, c'est un phénomène beaucoup plus ancien. Je crois que c'est finalement, même si on fait encore un pas en arrière, la technologie, ça a toujours été le grand rêve de l'homme, le rêve du progrès. C'est le rêve d'Icare que de pouvoir voler, que de pouvoir atteindre des sommets. C'est tous ces rêves qui ont fait qu'on a construit des routes, qu'on a construit des ponts. On parlait tout à l'heure de Cédric Villani et de sa médaille Fields, qui est le prix Nobel de mathématiques. Moi, j'aime bien toujours me rappeler que Monsieur Nobel, qui a donné son nom à ce prix prestigieux qui récompense des initiatives incroyables dans différents domaines, a inventé la dynamite qui, d'un côté, permet de construire des ponts, des routes, de relier des hommes, de façonner un environnement en fonction de ce que nous, les humains, voulons en faire, et que de l'autre côté, c'est aussi un outil de mort, un outil de guerre, et que c'est à nous de décider si on a envie d'aller dans une direction ou dans l'autre, et que ces débats éthiques sont des débats publics, sont des débats que nous devons avoir tous ensemble, et ce qui me permet de dire que je suis toujours ravi d'être comme aujourd'hui avec vous pour pouvoir partager l'expérience et la connaissance que j'ai pu accumuler sur les sujets, et notamment celui de l'intelligence artificielle, dont le défi éthique est encore grandissant et très important avec nous. Alors, sur l'histoire, les prémices, quelque part, se situent à la fin du XIXe siècle. C'est là qu'on a commencé à vouloir faire des machines qui pouvaient concurrencer nos capacités. Et puis les choses ont évolué globalement jusqu'aux années 50, où des choses sont arrivées avec notamment le test de Turing. Le test de Turing, c'est un test assez intéressant. On met un être humain en face, alors avec une interface entre les deux, en face d'un autre être humain et en face d'une machine. Et à l'être humain de savoir avec qui il discute, si c'est une machine ou si c'est un humain. Et si il n'arrive pas à différencier lequel est lequel, alors la machine est devenue quasiment humaine. Pour l'instant, c'est un test qui n'a pas encore été remporté avec une victoire écrasante par les machines, mais qui reste quand même une limite, ou en tout cas une étape importante. Et puis les choses se sont développées avec, ça a intéressé beaucoup aux États-Unis, notamment la DARPA, qui s'est intéressée énormément à ces questions-là. À l'époque, à Stanford, on imaginait qu'il suffisait de quelques années pour que la machine devienne humaine. Ça n'a pas du tout été le cas, et ça a donné lieu à la fin des années 60 à ce qu'on a appelé le premier hiver de l'intelligence artificielle, où globalement la déception a fait qu'on a un peu laissé tomber cette question. Alors évidemment, on n'avait pas toutes ces données, on n'avait pas ces capacités de calcul incroyables qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas tout ça non plus, tous ces algorithmes, ce qui ensuite a permis de revenir, et là on a l'expérience de Deep Blue qui en 97 bat Kasparov aux échecs. Alors là on a un premier cas fantastique, il s'est passé quelque chose. Et puis les choses se sont développées, il y a eu énormément d'applications, je vais pas rentrer dans les détails, jusqu'à AlphaGo en 2017, où là, à la différence des échecs, où c'est une histoire de toutes les combinaisons possibles, et je dois tout anticiper de l'ensemble des combinaisons possibles sur l'ensemble du jeu, donc beaucoup de combinaisons, et bien là, on est sur quelque chose de beaucoup plus stratégique où finalement, ce n'est pas un calcul de toutes les combinaisons possibles. Et on a là un ordinateur qui a battu le champion du monde du jeu de Go, mais j'y reviendrai. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça a été au départ, donc vous voyez à gauche, c'est vraiment, voilà, je combats Kasparov et je le bats. Ensuite, on a eu ce qu'on appelle, donc c'était plutôt des arbres de décision, une capacité de calcul extraordinaire qui envisageait toutes les possibilités. Puis le machine learning. Alors le machine learning, ça devient intéressant parce que c'est la capacité de la machine à apprendre. Donc on lui donne des données, ce qu'on appelle labelliser, c'est-à-dire qu'on lui donne des cas, typiquement prenons des images de mammographie, on lui dit voilà, la tumeur est ici, c'est un cancer, là c'est pas cancéreux, ce n'est pas un cancer, et puis on lui donne plein de données, et elle va avoir plein de configurations différentes en analysant tous les pixels de l'image, puis elle va apprendre sur des dizaines de milliers, voire même pourquoi pas des millions d'images.
se faire sa propre expérience quelque part. Et puis, elle va se retrouver un jour devant une image sur laquelle on lui dit cancer, pas cancer, point d'interrogation, et à elle de dire cancer ou pas cancer. Et c'est là qu'on va définir l'accuracy, c'est-à-dire la capacité de la machine à avoir un taux de prédiction, ce qu'on appelle la prédiction, c'est-à-dire de dire cancer, pas cancer, à partir de l'image, sans lui avoir dit quoi que ce soit avant, mais elle va pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de la connaissance passée. Et puis ensuite, on a eu les réseaux de neurones qui permettent d'aller encore plus loin, qui sont cette fameuse analogie entre les neurones humains et les neurones artificiels, sur lesquels on a, et on l'évoquait tout à l'heure, encore un phénomène un peu qualifié de boîte noire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment la machine raisonne quand elle donne son résultat, mais quand on compare ces résultats, on s'aperçoit qu'ils sont plutôt excellents, en tout cas dans tout un tas de domaines. Et donc cette question, évidemment, c'est là que ça apporte des éléments d'interrogation. Et tout ça est permis parce que d'un côté, on a les données, qui sont maintenant disponibles, enregistrées, architecturées, structurées dans des data marts, dans des data lakes, dans des entrepôts de données auxquels on peut avoir accès, avec évidemment un certain nombre de défis, mais j'y reviendrai. Cette capacité de calcul, aujourd'hui, des machines d'une puissance particulièrement impressionnante. On entend même parler aujourd'hui d'ordinateurs quantiques, qui auraient, alors là, qui serait un changement radical de paradigme dans la science de l'informatique et qui voilà, alors là on est plus dans le prospectif, c'est plus de la recherche aujourd'hui. Et puis enfin les algorithmes, parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que beaucoup, si ce n'est pas la plupart des algorithmes, sont sous ce qu'on appelle des frameworks, c'est-à-dire des cadres de travail comme TensorFlow, ou même développés par Google, ou même tous les cadres développés par Facebook, qu'on retrouve, donc des algorithmes pré-entraînés qu'on retrouve en open source, c'est-à-dire utilisables par n'importe qui ici, améliorable par n'importe qui, diffusable par n'importe qui. Vous allez sur Internet, vous prenez votre algorithme pré-entraîné sur de l'image, vous prenez vos images, que ce soit vos photos de vacances ou des images médicales, et vous commencez à faire tourner les algos dessus pour voir ce qu'il peut détecter en fonction de ce que vous lui donnez comme information sur les images. Et tout ça est en open source, c'est-à-dire que tout ça, l'intelligence artificielle moderne s'est construite grâce à des outils, Notebook Jupyter, Python, GitLab, ou les algorithmes, TensorFlow, les architectures Facebook, etc., qui sont ouvertes. Et on a une communauté scientifique, même une communauté d'entreprises et professionnels qui contribuent à améliorer ça. Et c'est pour ça que cette science, ou en tout cas ces travaux, ont une accélération phénoménale, parce que tout est partagé. Donc vous avez Facebook qui met sur GitHub, qui est une plateforme de partage de code sous licence ouverte, un code d'algorithme pour faire de la reconnaissance de personnes sur des images. Dans les 24 heures, vous avez des milliers de personnes sur la planète qui ont essayé avec leurs propres images et qui ont amélioré cet algorithme et qui ont republié leur complément d'information. Donc on a quelque chose qui va très très vite à l'heure du digital, avec une information qui circule à la vitesse qu'évoquait Anne tout à l'heure, c'est-à-dire une vitesse à laquelle on n'est pas capable d'avancer, nous, physiquement, avec nos plus puissantes voitures. Alors, si on se risquait à essayer de vouloir définir l'intelligence artificielle, je vais reprendre l'exemple de Kasparov, c'est la force brute. C'est la capacité d'aller au-delà du cerveau humain et de certains cerveaux humains, de pouvoir anticiper toutes les combinaisons possibles, et en fonction de ce que fait Kasparov, la machine va dire la meilleure, je connais déjà mon échec et maths, mais j'ai tous mes arbres, j'ai toutes mes lignes, c'est de la force brute, et puis je choisis le meilleur chemin en fonction de ce qu'il fait en face. Mais je l'ai déjà anticipé parce que je l'ai déjà précalculé, toutes les possibilités dans toutes les combinaisons possibles. Et Dieu sait qu'il y en a. Quand on voit un tableau d'échecs, vous connaissez peut-être l'histoire du fameux paysan qui demandait au roi comme récompense, vous prenez un tableau d'échecs et je veux un grain de riz, puis vous le multipliez par 2 sur chaque case. Le roi dit oui, et puis quand on commence à faire le calcul, première case 1, 2, 4, 8, et puis quand vous faites les 64 cases, à la fin, vous êtes sur des tonnes et des tonnes et des tonnes de riz. Et si vous faites ça avec de l'or, vous êtes très très riche. Donc c'est vraiment la force brute. Et puis ça s'est développé avec AlphaGo. Alors AlphaGo, c'était fantastique. Là, on était vraiment dans deep learning, machine learning et deep learning. Ce qui est curieux dans AlphaGo, c'est que sur la troisième partie, la machine a commencé à avoir un comportement très étrange, qui globalement aurait été un comportement d'un enfant qui n'a pas compris les règles, mais qui en même temps les respecte sans les enfreindre, mais qui fait à peu près n'importe quoi, ce qui a surpris tout le monde, déstabilisé tout le monde. Elle est passée par un chemin stratégique dans son jeu face aux champions du monde, et elle l'a battu. Alors là, on s'est dit, waouh. C'est-à-dire que l'ensemble de la communauté des joueurs professionnels du jeu de Go
il y a des grandes stratégies connues, etc. Il y a des approches qui sont assez similaires, développées par tous ces joueurs qui ont joué les uns après les autres autour de ce jeu de Go. Et la machine est passée par un biais, et par un autre chemin, et elle a réinventé le jeu de Go et les stratégies. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique, parce qu'elle a eu cette capacité à apprendre, et finalement presque une capacité créatrice, comme l'évoquait tout à l'heure Tan, sur les algorithmes de rêve, notamment. Donc cette capacité créatrice, qui est quand même encore un des propres de l'homme, voilà, elle commence à se dessiner à travers la machine. Et puis après, on a été encore plus loin, c'est qu'on a même mis des jeux vidéo, on a donné des jeux vidéo à des machines sans leur expliquer les règles. Elles l'ont très vite compris, elles ont appris les règles, et puis ensuite elles ont enseigné à d'autres machines les règles, sans l'intervention de l'homme. Et fini, évidemment, l'autre machine qui avait appris de la première, qui avait appris elle-même les règles, a fini par battre un des meilleurs joueurs de ce jeu vidéo. Vous allez me dire, mais quel rapport avec la santé? J'y viens. La santé, vous avez... Alors là, je me suis permis de mettre des couvertures de Nature, qui est réputée pour, en tout cas dans le domaine de la recherche, pour être une des publications de recherche les plus prestigieuses au monde. Et sur la couverture de Nature, il y a quelques années, on avait ça. Où globalement, aujourd'hui, vous prenez un smartphone, avec sa résolution d'appareil photo, vous prenez en photo un grain de beauté, et l'algo est capable de vous dire, de manière beaucoup plus précise qu'un dermato, cancer, pas cancer, mélanome cancéreux, pas mélanome cancéreux. Et ça, c'est assez redoutable, parce que ça veut dire que demain, vous êtes au fin fond de l'Afrique, vous avez un smartphone, parce qu'on a un taux d'équipement, je crois, déjà atteint aujourd'hui de 97% en smartphone en Afrique, ou je crois que c'est en 2020, enfin on y est, eh bien on va pouvoir, grâce à une machine, avoir ce type de diagnostic. Et donc de pouvoir ensuite orienter ces patients vers les centres, vers les hôpitaux, qui aujourd'hui, on a une explosion, en tout cas de l'incidence du cancer en Afrique, et et donc les infrastructures se mettent en route, et on va pouvoir justement suivre et traiter, et donc retirer ces grains de beauté cancéreux des gens, même dans les zones les plus reculées. Il suffit d'un smartphone, d'une connexion Internet et d'un algorithme sur un serveur qui va pouvoir poser le diagnostic. Dans le domaine de la santé, on peut faire beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle. On peut aller dans le domaine de la formation. On a vu, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui a passé le concours de médecine en Chine, alors qui n'a pas été le major de la promotion, mais qui l'a eu du premier coup. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est aussi rester en bonne santé, parce qu'on est capable de monitorer toutes ces données et donc de donner des orientations, ou en tout cas d'essayer d'accompagner des comportements pour limiter les risques de telle ou telle pathologie. C'est aussi la détection très précoce. Je vous parlais de l'exemple juste précédemment cité, qui permet de détecter de manière très très précoce. Et plus on prend en charge tôt une maladie, plus on a de chances de la guérir correctement. C'est aussi de l'aide à la décision. Être capable, justement, aujourd'hui, si vous prenez un oncologue d'une spécialité, prenons un oncologue du cancer du poumon, qui voudrait être à jour de tout ce qui se dit dans la littérature médicale sur le cancer du poumon, il devrait passer plus de 24 heures par jour à lire la littérature. Autant vous dire que ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, on commence à avoir des machines qui sont capables de parser, c'est-à-dire de survoler tous ces articles, d'en identifier les points essentiels et de restituer l'information importante. Donc ça va devenir des outils importants, notamment sur le choix de la stratégie thérapeutique, sur le diagnostic, etc. Donc c'est vraiment de l'aide à la décision, c'est aussi du diagnostic, on l'évoquait avec le mélanome, mais aussi on a aujourd'hui des algorithmes qui sont aussi forts que les anatomopathologistes pour détecter cancer du sein, pas cancer du sein sur des mammographies. Donc on va avoir du diagnostic, du traitement, être capable de trouver la bonne stratégie thérapeutique, d'anticiper grâce à l'analyse très volumineuse des données, notamment par exemple des données de la caisse d'assurance maladie, et de savoir la toxicité de 2 traitements complémentaires sur une pathologie. C'est aussi de la recherche, évidemment, qui va pouvoir se nourrir de toutes ces données, développer ces algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc c'est un univers entier de la santé qui va être impacté, et qui l'est déjà. Ça pose évidemment un certain nombre de questions, mais j'y reviendrai. Peut-être rapidement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut rentrer dans les algorithmes des données de texte, des photos, des vidéos, on peut rentrer du son, on peut rentrer aussi du texte, ce qu'on appelle des données structurées, c'est-à-dire des tableaux avec des informations cliniques ou des informations biologiques ou génomique. Et puis derrière, on peut poser des questions. Donc c'est les modèles prédictifs, cancer, pas cancer. On peut poser des questions. De quel type est-ce? Est-ce que c'est un type de tumeur A ou B? Ça, c'est ce qu'on appelle la classification ou le clustering. C'est-à-dire qu'automatiquement, on va prendre des images et la machine va dire ça c'est tel type, ça c'est tel type, et elle va organiser toute l'information, par exemple, d'une image
directement sur l'écran en disant il y a ça, donc il y a tant de lymphocytes de tel type, il y a tant de ça, etc. Donc ça, c'est la classification. Après, on a aussi tout ce qui va être segmentation, prédiction. On va avoir de la recommandation. Donc ça, c'est tout ce qui peut être la recommandation au niveau des stratégies thérapeutiques. On a eu un exemple intéressant qui a été un des premiers exemples en cancérologie de l'utilisation du big data. C'était John Alamka, qui était professeur à la Harvard Medical School, qui a eu accès à 6 millions de dossiers patientes et qui s'est retrouvé avec sa femme atteinte d'un cancer du sein stade 3. Donc elle a été consultée, ils ont discuté avec l'oncologue et puis ils partaient sur une stratégie thérapeutique spécifique. Et puis lui a développé un petit outil qui s'appelle I2B2 et avec un réseau qui s'appelle le réseau Shrine, qui aujourd'hui s'est généralisé à plusieurs centaines d'hôpitaux dans le monde et qui est aujourd'hui implémenté dans les centres de lutte contre le cancer français, Curie, IGR, APHP, etc., qui permet de faire des requêtes sur les dossiers patients de ces 6 millions de femmes auxquelles il avait accès à travers la Harvard Medical School. Et il a rentré un certain nombre de critères. Sa femme avait 50 ans, tel type de mutation, tel type de cancer, donc stade 3, cancer du sein, d'origine coréenne, ça a été un élément important, et il a mis tous ces critères, il a investigué ce qui s'était passé sur 6 millions de patientes, pour finalement avoir une décision qui allait un peu à l'encontre des usages classiques, qui était une stratégie thérapeutique un peu différente, qu'on n'aurait pas forcément attendu dans ce cas-là, qu'ils ont donc mis en place. Ils ont fait le choix avec l'oncologue de tenter cette décision. Bien sûr, il y avait un rationnel médical derrière, donc c'était une collaboration ingénieur-médecin et son épouse patient, et ils ont fait ce choix. Et au bout de quelques mois, il s'avère qu'elle a été totalement guérie. Donc vous voyez, cette donnée peut être extrêmement intéressante. Et enfin, une des dernières applications, c'est ce qu'on appelle le Natural Language Processing, c'est-à-dire la capacité d'analyser du free text ou du texte libre et d'en extraire de l'information. C'est aussi un phénomène qui, aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé fait une explosion de start-up. Il y en a qui naissent tous les jours sur les 4 coins de la planète avec des projets aussi originaux qu'innovants, avec aussi derrière la difficulté qu'est de lancer une start-up. Attendez, pardon. Hop. Mais voilà, l'intelligence artificielle, c'est enthousiasmant, c'est des résultats très intéressants aujourd'hui, mais c'est encore quelques warnings. Technologiquement, les formats ne sont pas toujours les mêmes, les données ne sont pas toujours connectables, les capacités de calcul, il faut beaucoup de capacités de calcul, ça coûte encore assez cher. Donc il y a des vrais défis méthodologiques, la capacité de partager les données, il y a des défis d'interopérabilité. Parfois on a des formats de tables qui ne se matchent pas ensemble. Alors, il y a du traitement, du pré-processing de la donnée qui est extrêmement important. On n'a pas aujourd'hui systématiquement des grands standards ouverts en open source internationaux qui permettent de mettre toutes ces données et de simplement les apparier. Donc, c'est un travail fastidieux, extrêmement coûteux, qui peut prendre plusieurs années à plusieurs centaines de chercheurs simplement sur des bases de données pour les mettre à plat et pouvoir commencer à les investiguer. Donc, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte beaucoup de compétences pour mettre ça en place. Mais c'est aussi des défis éthiques. Alors c'est des défis éthiques parce qu'on peut se poser la question non seulement de ce qu'on est prêt à déléguer à la machine. Est-ce qu'on est prêt à déléguer à la machine la responsabilité aujourd'hui du médecin, son interaction, son expérience, son expertise? Alors certes, l'expérience du médecin, c'est un peu quelque part l'apprentissage de la machine qui a vu des millions d'images, sans doute plus qu'un médecin dans toute sa vie, mais est-ce qu'on est prêt à confier à la machine cette responsabilité? C'est notre vie qui est en jeu quand on est patient en face d'une machine ou d'un médecin. Quel va être le rôle des médecins demain? Quel va être le rôle de nouveaux acteurs? Aujourd'hui, vous avez, dans le domaine de l'intelligence artificielle, la plupart des publications viennent de secteurs privés, Google, Facebook, les GAFA, ou leurs équivalents chinois, qui ont ces données et donc qui peuvent entraîner leurs algorithmes et développer leurs recherches dans ce domaine-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu que Google était capable d'identifier, grâce à une étude qui est parue il y a quelques années, des patients, enfin des hommes à risque de cancer de la prostate, je crois, ou du pancréas, je ne sais plus exactement, pardon, mais capable de dire, voilà, là, il y a un risque et ce risque est peut-être là. Donc ça, c'est aussi une vraie question. Est-ce que demain, Google aura le droit d'annoncer un cancer à quelqu'un derrière son écran? Est-ce qu'il sera qualifié de non-assistance à personne en danger? Ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, la loi impose que ce soit un médecin qui dise à un patient, avec tout l'accompagnement qui va avec, qu'il est atteint d'une maladie, et voilà la stratégie thérapeutique qu'on envisage. Donc ça, ce sont des vrais défis éthiques qui aujourd'hui devraient arriver, enfin qui arrivent, qui sont déjà dans le débat public, mais dont nous,
citoyens devront sans doute s'emparer pour l'avenir. C'est aussi des défis de partage, de collaboration. Aujourd'hui, analyser des données environnementales, des données privées, des données médicales, ça nécessite des médecins, des géographes, des data scientists, des biologistes, etc., qui travaillent ensemble et pas en silo, comme c'est souvent le cas. Mais il y a des solutions. C'est d'ouvrir plus les données, on en parlait tout à l'heure, de les rendre plus accessibles, évidemment en respectant toujours la privacy et la confidentialité du secret médical. C'est aussi, contre toute attente, la partie émergée de l'iceberg sont les données fermées, mais la partie immergée sous l'eau sont les données ouvertes. Elles sont quand même extrêmement nombreuses aujourd'hui. Ce sont des données d'imagerie, ce sont des données de séquençage d'ADN, ce sont des volumes gigantesques de données dont la recherche s'empare et peut accélérer ces découvertes. C'est aussi l'intelligence collective. On voit encore une couverture de Nature sur la capacité du collectif à être intelligent. C'est aussi des réseaux de partenaires qui se connectent les uns aux autres, qui collaborent entre eux, qui partagent des données, des algorithmes. Tout ça poussé sous les logiques d'open source et de collaboration. C'est aussi une question de confiance. On revient aux questions éthiques. Est-ce qu'on a confiance en la machine? Ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre ensuite. Et je partage l'avis complètement l'avis de Tan. Le couple gagnant, finalement, c'est l'homme et la machine. Rapidement, je vais essayer de vous brosser un projet qui est Epidemium, un projet qu'on a lancé en 2015, dont l'idée est d'aller, grâce à l'ouverture, les données et la science, d'aller explorer le potentiel des données ouvertes et disponibles dans le domaine de l'épidémiologie du cancer. Donc c'est un challenge de open source, open science, avec des communautés. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de membres dans la communauté qui travaillent sur le cancer grâce aux données ouvertes, avec un cadre méthodologique et un cadre éthique. C'est de la science reproductible, c'est de l'ouverture, c'est de la collaboration, de la transdisciplinarité et de l'indépendance, puisqu'on a la chance d'être une association non for profit, mais indépendante, qui peut donc voilà prendre ses directions, faire ses choix scientifiques et encadrer ses questions éthiques. C'est d'explorer des nouveaux territoires pour des communautés que la recherche n'explore pas forcément aujourd'hui, c'est d'accélérer la recherche. Quand on voit 200 personnes se mobiliser pour nettoyer, agréger des bases de données et en sortir des connaissances et la repartager avec la communauté scientifique, d'entreprises, de start-up, des patients, des médecins, des citoyens, eh bien c'est une accélération. C'est tester des nouvelles hypothèses qu'on ne peut pas toujours tester dans le cadre d'un laboratoire scientifique qui a ses enjeux, ses financements, ses règles, sa gouvernance, et aussi d'améliorer la recherche justement par la cristallisation et l'apport des différentes personnes. C'est deux comités, un comité éthique et scientifique avec un certain nombre, là aussi pluridisciplinaires, des juristes, des présidents de CPP, des entrepreneurs, des mathématiciens, des médecins, des data scientists ou des chercheurs en intelligence artificielle, et un comité scientifique un peu du même acabit qui encadre à la fois le programme et les projets à l'intérieur du programme. C'est un réseau de partenaires. On a la chance d'être soutenu par Roche, d'avoir lancé ça avec un laboratoire communautaire qui est à Paris qui s'appelle La Paillasse, d'avoir l'Institut Curie, la Fondation Arc, le Cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un partenaire fort, qui n'est pas très loin d'ici et qui couvre aussi cette zone géographique avec laquelle on travaille beaucoup, et puis des partenaires techniques et aussi des organisations qui soutiennent l'initiative. L'idée, c'est de développer des outils pour la recherche, des bases de données, des algorithmes, des solutions pour les professionnels de santé. Ça peut être des outils de visualisation, d'analyse, des tableaux de bord pour eux sur leurs données, mais aussi des réponses pour les patients. On a fait une première saison qui a été une preuve de concept, 4 challenges, 15 projets, 8 finalistes, beaucoup d'événements, des milliers de jeux de données en open data et plus de 3600 contributions sur le wiki avec des résultats qui aujourd'hui sont publiés en ligne et réutilisables. C'était une communauté, on avait mobilisé à peu près 700 personnes et vous voyez à droite la transdisciplinarité, à gauche les projets, à droite les compétences ou l'inverse, et on n'avait pas les médecins entre eux, les data scientists entre eux, mais vraiment un mix transdisciplinaire et complémentaire. On en a sorti un livre blanc que vous trouvez en ligne sur epidemium.cc, gratuit en PDF, que vous pouvez télécharger si le sujet vous intéresse. On a fait une deuxième saison qui était plutôt la proof of research, après la preuve de concept, 2 challenges prédictifs, prédire incidence et mortalité grâce aux données de la Banque mondiale, mais aussi de l'Organisation mondiale de la santé, etc. Beaucoup d'événements, plus de 1300, alors maintenant on est presque à 1500 membres dans la communauté, plus de 400 personnes sur notre plateforme, et ça fait plus de 300 compétences différentes proposées à cette communauté. Et ça a donné lieu à 4 publications. Un livret d'abstract des projets lors de la conférence, qui est la grande conférence internationale en informatique biologique, qui est Recombe, qu'on avait monté avec, cette conférence satellite montée avec les équipes de Dream Challenge, qui est un grand challenge international aussi sur les données, le big data et l'intelligence artificielle. On a eu une publication des projets de la communauté sur un nettoyage de base pour entraîner des algorithmes et faire des modèles de santé publique. On a eu aussi une
publication sur le programme Epidemium au niveau de l'ASCO, qui est la grand mecque à Chicago de la cancérologie, et c'est aujourd'hui disponible dans le Journal of Clinical Oncology. Et puis une publication que j'aime beaucoup, qui est une publication faite par des chercheurs de ParisTech, les mines ParisTech, pardon, du CGS, pardon, qui a exploré la capacité que des communautés informelles, et notamment aussi des communautés de patients, génèrent à partir des données des nouvelles hypothèses de recherche. Et ça intéresse beaucoup de nos partenaires, l'IGR, Curie, la PHP, tous ces acteurs. On a pu générer des nouvelles hypothèses de recherche extrêmement pertinentes grâce à d'anciennes patientes, en tout cas en rémission de cancer du sein, grâce à la communauté, grâce à une analyse, grâce à ces interactions qu'on a fait tous ensemble. Et de ce programme est né un groupe de travail à l'initiative de Bernard Nanlinger et Cédric Villani à l'Académie des sciences et l'Académie de médecine, qui a voulu se pencher sur les questions que nous on adressait dans le programme. Et donc il le présente un peu comme une spin-off du programme Epidemium, qui était ce groupe de travail sur lequel on réfléchit sur les grands enjeux de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Et on a sorti il y a quelques jours un ouvrage qui s'appelle Santé et intelligence artificielle, qu'on a voulu extrêmement pratique, très grand public. Donc il y a peu de jargon technique, mais vraiment des articles qu'on a voulu accessibles à tous. Et je crois qu'il y a quelques exemplaires là-haut si l'ouvrage vous intéresse. Sinon, ça se trouve dans les librairies, etc. Et puis, juste avant de conclure, je finirai par ce projet dont on parlait tout à l'heure, en tout cas dans la manière dont il m'a été présenté, qui est Ecopon. Alors, qui est indirectement lié à l'intelligence artificielle, même si l'intelligence artificielle reste un pilier de ce projet. L'ambition de ce projet, effectivement, c'est de dire qu'aujourd'hui, finalement, le médecin, pendant sa consultation, il a 4 piliers, qui sont les 4 piliers de l'examen clinique. Il palpe, il percute, il interroge, il discute, il essaie d'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur du corps pour inférer son diagnostic. S'il lui manque des informations, il va envoyer le patient, tout un process que certains d'entre vous connaissent peut-être, faire ce qu'on appelle des examens complémentaires, revenir, compléter la sémiologie clinique grâce à ces examens complémentaires qui sont coûteux, qui sont complexes, sur lesquels parfois on attend longtemps, et quand la vie d'un patient est en jeu, le temps joue contre nous. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir donner un outil qui tient dans la poche, qui est très peu cher, moins cher qu'un smartphone, connecté à son smartphone, comme je le disais tout à l'heure, qui est une formidable capacité de calcul, pour pouvoir faire, grâce aux technologies d'imagerie acoustique, donc concrètement l'échographie, de pouvoir aller explorer l'intérieur du corps, savoir quel organe est touché, si c'est grave ou pas grave. Donc de faire vraiment ce qu'on appelle l'orientation diagnostique. Et là aussi, c'est un projet qu'on développe sous licence ouverte. Tout le hardware, c'est-à-dire le matériel et tout le software est en open source. C'est une communauté présente sur les 5 continents qui réalise ça. Ce sont aussi un réseau de partenaires. Et là, on est en train d'assembler notre premier prototype produit, à l'heure où je vous parle, pour ensuite essayer de continuer à le faire développer, passer les enjeux réglementaires et l'amener sur le marché pour répondre finalement à cette grande question qui est aujourd'hui que, selon l'OMS, 5 milliards d'individus n'ont pas accès à l'imagerie diagnostique sur la planète. Donc, vous voyez, on y met aussi de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'on travaille beaucoup sur des images échographiques pour essayer de faire de l'aide au geste, parce que c'est très opérateur dépendant. Si on place mal sa sonde, on voit mal ce qu'on explore. Et l'idée de l'intelligence artificielle, c'est d'abord d'assister le geste, et demain, d'aider à identifier l'organe et de poser des éléments de diagnostic, mais c'est surtout pour que ce ne soit plus forcément demain que les médecins qui puissent faire ça, mais aussi tous les professionnels de santé, et pourquoi pas tous les travailleurs sociaux, en tout cas dans les pays en développement. J'en ai à peu près fini, je vous remercie pour votre attention, et je crois qu'il va y avoir une séance de questions.